Si, donc bonjour à tous et à toutes. Alors effectivement, je relève le défi de la parité aujourd'hui. J'ai noté tout à l'heure à l'heure du café, Daniel qui nous faisait une confidence, s'estimant avoir été attaqué par une féministe qui lui reprochait d'avoir tenu les propos suivants: à Vent d'Ouest, les débats sont virils, mais cordiaux et respectueux. Alors, ce à quoi je lui répondais que la virilité n'avait rien à voir avec la masculinité, puisque déjà Sainte Thérèse d'Avila, en son temps, exhortait ses sœurs religieuses et leur disait « Soyons virils, mes sœurs ». Oui, donc ça n'a rien de masculin à 100%. Et par rapport à cette virilité, justement, j'ai amené le petit livre gris que tout le monde avait eu au moment de la campagne des élections présidentielles, et où l'affirmation « le changement c'est maintenant » était une affirmation on ne peut plus virile, puisque donc elle proposait à la population et aux citoyens et aux électeurs de changer. Or, le changement, ça nécessite de la volonté, des efforts, de la constance. Donc, continuons dans le domaine de la virilité. Effectivement, si la gauche est aujourd'hui au pouvoir, et la gauche n'est pas la propriété unique du Parti socialiste, qui n'en a pas le privilège exclusif, nous sommes tous de cette famille de gauche, et effectivement, parmi les questions posées, questions, bilan, etc., on peut dire que par rapport aux 60 engagements qui ont été imprimés, distribués, etc., aujourd'hui, les écologistes sont déçus parce que faire de la nation française la nation de l'excellence environnementale, affirmation de François Hollande, on est encore très loin du compte, d'où de grandes déceptions. Les régionalistes ou les autonomistes régionaux que nous sommes sont aussi très déçus parce que l'affirmation de dire « je ferai de la réforme de la décentralisation la mère de toutes les autres réformes », on en est aujourd'hui très très loin. Et puis, pour les valeurs de gauche et donc les valeurs sociales en général, on peut dire que ce qui a été mis en place aujourd'hui, même si ce sont des avancées par rapport à ce que nous avons tous subi pendant les précédents quinquennats et septennats de droite, il y a encore énormément de travail à faire. Donc on peut dire que la famille de gauche aujourd'hui, son travail, ça n'est pas de tirer à boulet rouge sur le gouvernement en place, parce que ce faisant, nous donnerions raison à la droite et à l'extrême droite, et nous donnerions raison à ceux qui font ce jeu de mots UMPS. Or, l'UMP et le PS, ça n'est pas du tout la même chose, à la fois dans les choix de société, dans les orientations et dans les politiques. Par contre, le Parti socialiste, aujourd'hui comme hier, a besoin, effectivement, d'avoir des aiguillons. Et hier, mon collègue Éric Gourmelin rappelait à quel point, en 81, Mauroy, Premier ministre, avait dit ceci: maintenant nous sommes au pouvoir, faites-nous confiance, on va s'occuper de tout. On a vu ce que ça donnait. Le même Mauroy annonçait 2 ans après le plan d'austérité de gauche nécessaire, disait-il. Bon. Alors pour éviter des bugs de l'histoire, effectivement, aujourd'hui, nous ne devons pas laisser quartier libre et main libre au Parti socialiste, au gouvernement qui est au pouvoir, mais nous devons maintenir la pression, rappeler les engagements et exiger qu'ils soient tenus. Parce qu'aujourd'hui, la gauche a tous les pouvoirs et n'aurait aucune excuse pour ne pas tenir ses engagements, sinon le bateau coule, et si le bateau coule, c'est toute la famille de gauche qui coule. Et si toute la famille de gauche coule, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure en général, mais j'ai bien peur que dans ce cas-là, on prendrait pour 40 ou 50 ans de droite, et ça serait terrible pour nos formations de gauche, mais surtout pour la France et pour ses citoyens. Donc c'est la grande crainte que j'ai, effectivement, si on clivait entre gauche, certaines gauches, pas tout à fait à gauche, trop à gauche, etc. On est tous ensemble pour défendre des valeurs communes, et c'est tous ensemble qu'on doit les porter, et puis faire en sorte que le gouvernement et les députés votent les lois qu'il faut pour aller dans ce sens-là. Parmi les autres questions posées, il y avait au niveau des questions sociales, la question des retraites, qui est une question très importante, qui rentre aussi dans la question plus générale de ces droits qui ont été acquis dans ce grand moment de crise qu'a été la guerre et l'après-guerre, le Conseil national de la résistance. Aujourd'hui, on voit bien que l'objectif prioritaire du MEDEF et de Sarkozy, c'était de détricoter, de détruire tout ce qui avait été acquis à ce moment-là, que l'objectif aujourd'hui de la finance et des noms qui sont derrière, parce que la finance n'est pas un objet non identifié,
il y a des noms derrière, ils sont connus. Les paradis fiscaux, on sait aujourd'hui le nom des banques, le nom des personnes, le nom des entreprises qui déposent, et qui dit paradis fiscal, hein, dans une relation équilibrée paradis-enfer, dit de l'autre côté forcément l'enfer de la vie quotidienne pour les salariés, qu'ils soient du monde occidental ou des pays émergents, qui participent par leur travail à l'enrichissement de ces capitaines d'industrie et qui ne bénéficient pas justement au financement de la solidarité. Donc c'est vrai que la question fiscale et la question de la réforme fiscale est une question essentielle qui est posée aujourd'hui à la gauche. Il devient urgent pour montrer un message fort aussi, restons dans la virilité, que le gouvernement sait que faire et que le gouvernement le fait. Sinon, effectivement, on va arriver en 2014 et puis j'ai bien peur que le pessimisme et le fatalisme latent ne fassent que continuer à augmenter et qu'aux précédentes municipales et européennes, nous payons tous la note de ce désespoir qui est encore présent parce qu'il ne reçoit pas la réponse tant attendue avec les propositions de changement. Par rapport aux propositions de changement, nous avons parlé hier de la Troïka, OMC, FMI, Commission européenne, et si M. Lamy a quitté aujourd'hui la présidence de l'OMC pour laisser la place donc à Roberto Carvalho de Azevedo, on sait aussi que Pascal Lamy est aujourd'hui ministrable, voire Premier ministrable, d'après certains échos dans la presse, et que c'est quand même, puisqu'il faut le dire aujourd'hui, pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas ni ministrable, ni Premier ministrable, ni même qui pourrait même être nommé commissaire, étant donné les politiques qu'il a quand même portées quand il était à l'OMC. Je ne lui fais du tout pas confiance pour changer quoi que ce soit en France, ni même au niveau européen. Par rapport à ça, donc, la politique de libre circulation des capitaux et des marchandises qui était imposée progressivement, est-ce qu'il va faire quelque chose pour aller contre? J'en suis pas persuadée. Donc effectivement, s'il y a aussi un message à faire entendre au niveau de nos collègues socialistes, c'est que M. Lamy au gouvernement, c'est, de mon côté au moins, c'est niette, parce que ça serait quelque chose d'inentendable pour la gauche de voir cet homme-là au pouvoir, vouloir nous imposer des recettes qu'il a appliquées pendant des années à l'OMC et qui sont aujourd'hui la cause de dérégulation, de dérèglement et de perte des solidarités. Donc ça, c'est une chose que je voulais dire. Oui, je vais couper. Le financement des solidarités, parce que c'est vrai que par rapport à la crise, les capitalistes, le capitalisme, la droite, utilisent la crise comme arme pour imposer partout l'austérité, en nous disant on n'a plus les moyens de financer les solidarités, donc l'austérité, ça veut dire moins de services publics, ça veut dire moins de solidarité sociale, et tout le monde doit payer tout le monde, sauf toujours les plus riches. Or, on sait depuis un rapport de la Cour des comptes, malgré tout ce qu'on peut en penser, un rapport de la Cour des comptes de 2008 que j'aime bien citer, qui concernait le partage des richesses en France, autant entre les individus qu'entre les entreprises. C'est un rapport de 2008 qui donc disait qu'en 20 ans, la part des salaires dans le PIB français avait baissé de 9,5%, ce qui correspondait déjà en 2008 à plus de 100 milliards d'euros en partie transférés vers le capital. Donc ça, c'est un constat. Cet élément central du débat était aveugle déjà, un point aveugle en 2008, il l'était encore en 2012. Et le transfert des richesses, c'est vraiment aussi le point central sur lequel doit s'opérer la politique fiscale et la réforme fiscale. Les chiffres sont connus, le rapport de la Cour des comptes, je pense que le gouvernement en est informé, et les préconisations aussi. Je peux lire des textes cités ici. La part des profits est inhabituellement élevée à présent et la part des salaires inhabituellement basse. En fait, l'amplitude de cette évolution et l'éventail des pays concernés n'ont pas de précédent dans les 45 dernières années. Alors vous allez me dire, c'est sûrement la CGT qui a dit ça, mais pas du tout. C'est la Banque des règlements internationaux, la BRI, une institution qui réunit chaque mois à Bâle ensuite les banquiers centraux afin de coordonner les politiques monétaires. Donc vous voyez que même au niveau des banques centrales, ils sont conscients de ce glissement des richesses
de la rémunération du travail vers la rémunération du capital, est conscient que ce glissement des richesses ne va plus dans la consommation et donc ne sert plus à relancer à défaut de croissance, au moins le développement, puisque croissance est un gros mot pour certains, donc, mais au moins une certaine forme de développement choisi de préférence. Et donc avec ce glissement des richesses, pour les individus, on a aussi le glissement des richesses pour les entreprises, et j'en terminerai là. On citait hier les aides aux entreprises et les créations d'emplois. On sait qu'en France, 85% des emplois le sont dans les petites et moyennes entreprises et pas dans les grandes entreprises. On sait aussi que le montant des aides aux entreprises au niveau de l'État, c'est 200 milliards d'euros, dont 80% sont gérés directement par l'État, soit 160 milliards d'euros. Et sur ces 160 milliards d'euros, 90%, donc 145 milliards, sont versés directement à des entreprises qui sont toutes cotées au CAC 40. Hein? Et quand vous regardez à quoi correspondent ces 145 milliards d'euros, curieusement, grosso modo, elles correspondent à la somme, donc aux dividendes qui sont versés aux actionnaires de ces grandes entreprises. Donc ça veut dire que c'est de l'argent public, qui est donc payé par l'impôt, que tout le monde paye, qui va servir à payer les dividendes touchés par les actionnaires des grandes entreprises. Et pendant ce temps-là, les 20% restants de ces 200 milliards d'euros d'aide aux entreprises sont confiés par l'État aux collectivités qui le répartissent entre les PME. Donc vous voyez, là il y a aussi un levier à utiliser, parce que là c'est une maîtrise publique. Quand on parlait vraiment de la maîtrise publique, de la dépense publique hier, c'est de l'argent public, c'est 200 milliards d'euros, c'est l'État qui décide. Et à partir du moment où l'État décide, comme le gouvernement a changé, il est possible d'arrêter d'alimenter ces grandes entreprises, ces grandes firmes qui sont toutes cotées au CAC 40 et de redistribuer cette manne financière vers les PME qui créent de l'emploi et qui créent de l'emploi en général non délocalisable. Donc voilà ce que je voulais dire sur et je conclurai effectivement sur quelle réponse à apporter au risque d'émergence de la droite et de l'extrême droite, voire de la récupération du pouvoir par la droite, sinon en restant unis ensemble et en continuant à mobiliser nos militants, nos énergies et notre matière grise pour être force de proposition et rappeler ses engagements à François Hollande et à son gouvernement. Merci.